Merci Cédric. Donc oui, c'est pas mon collègue Aurélien qui présente aujourd'hui. Pas m'en vouloir hein, s'il y a certains slides qui sont pas bien préparés, mais bon, ce qu'on fait avec ce qu'on peut. Donc juste un petit slide de marketing de France Labs, donc très vite. Donc on est les experts du search, enfin d'une partie du search. Hein. Donc on a deux pans. On fait du consulting sur les technos open source de search, donc aussi bien sur Solar, Elasticsearch que du Manifold CF. Donc on fait des formations, des audits, de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, de la mise en production et d'autres acronymes. On est aussi éditeur de Datafari. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas Datafari, vous pouvez aller sur datafari.com. Vous pouvez contribuer aussi. Hein, il y a tout le code qui est en open source, donc qui est sur GitHub. Donc qu'est-ce que c'est que Datafari? C'est une solution clé en main de recherche. En fait, on a une UI en plus, donc c'est une surcouche de Solar. Et on a aussi toute la partie connecteur qui est incluse dans le produit. Donc on gère aussi la sécurité, on fait du big data, du multisource, du multitype et de la sémantique. Voilà, j'ai fini pour le marketing. Donc l'agenda de ce soir, hein, donc très rapidement, en fait, ce qu'on va présenter trois choses. Donc Solar, qu'est-ce que c'est? Donc une petite démo. Donc en plus, pour avoir un peu plus de difficultés ce soir, j'ai 3 démos à faire. Donc espérons que bon, elles marcheront bien. Donc ensuite, on va avoir Solar Cloud. Donc c'est la mise à l'échelle, pour parler en français, de Solar. Donc là aussi, une petite démo de Solar Cloud sur la machine en local. Et enfin, Solar et Data Science, donc les cas d'usage. Là aussi, on va voir ça en démo. Donc Solar, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche et d'analyse. Hein. Il est en licence Apache. C'est basé sur Lucene. Donc Lucene, c'était une librairie Java. Ça a été créé par Doug Cutting, qui est la même personne donc, qui est à la base du projet Hadoop. Et qu'est-ce qu'on peut faire en Solar? Enfin, donc on a une multitude de fonctionnalités, parce qu'on va voir ça là dans la démo, enfin, donc assez vite. Donc en fonctionnalité très connue, on a de l'autocomplétion, du faceting, des suggestions et de la lighting, donc des surbrillances de résultats en français. Donc c'est à peu près comme un Google, mais c'est fait par Solar. Donc pour coller au sujet de ce soir, Solar et les data science, donc il y a un axe fouille de données en fait. Donc on n'utilise pas d'algo complexe, puisque en Solar en fait on veut une priorité donc à l'instantané, donc à la recherche. Il faut qu'on puisse chercher donc dans un index très volumineux en fait les données qu'on veut afficher à l'utilisateur. Donc on ne peut pas se permettre de faire des opérations trop complexes à l'affichage. Mais donc on peut très bien faire, par exemple, sur nos données, donc sur les champs de l'index, des opérations comme des sommes, un minimum, un maximum, une moyenne, et on peut combiner tout ça, même sous la forme de fonctions également. Donc Solar, c'est fastoche, la preuve par l'exemple. Donc on va essayer de voir ça. Ah oui, j'ai... Du coup, je tiens le micro là. Alors, qu'est-ce que tu fais, Olivier? Donc, je vais faire la démo sur Ubuntu parce que le terminal de Windows n'est pas terrible. Donc, ça s'affiche bien. Donc, ça, c'est un script hein, qui est compris de base dans Solar, mais déjà, ça serait mieux que je montre ce que je fais. Donc là, j'ai téléchargé le Solar sur le site de Solar. Hein, donc, j'ai pris le zip que j'ai juste dézippé. Donc, j'ai rien fait de spécial. Et là, je vais lancer donc, un des scripts en fait, présents de base dans le moteur. Donc, je fais juste un bin solar start et le nom de la collection. Donc là, par défaut, il start un Solar sur le port par défaut, justement, sur le 89-83. Donc, voilà, donc on est content. Là, on crée notre index, donc une collection Tech Products. Et là, en fait, de base, il va aussi poster donc, des fichiers, enfin, donc, envoyer à Solar des fichiers en XML qui contiennent tous en fait, des produits technologiques. Donc là, ce qu'on voit que tout s'est merveilleusement bien passé, et il me dit juste que je peux aller dans la UI. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, Kalos 8983 Solar. Et donc on peut voir une magnifique UI de Solar où tout a bien marché. Et là, donc, j'accède donc à ma collection Tech Products. On voit qu'on a bien nos 32 docs qui apparaissent là. Donc je vais lancer une query. Donc une requête hein, de recherche. Donc là, je le fais par la UI intégrée. Et voilà, donc tous mes produits qui apparaissent bien là. Donc on voit ici, donc on a des disques durs, des produits d'Apple, etc.
Donc, pour illustrer une des fonctionnalités de Solar, je vais par exemple mettre de la catégorisation, enfin, c'est par du faceting. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est si par exemple, si vous allez sur Amazon et que vous cherchez des appareils photo, sur la gauche de l'écran, il va vous proposer donc des catégories. Par exemple, de regrouper par fabricant, par prix, par nombre de mégapixels, ce genre de choses. Donc là, c'est exactement ce que je veux. Donc là, je fais une facette par le fabricant. Donc au début, j'ai toujours mes résultats de recherche, hein, ça ne change pas. Et à la fin, je vais avoir donc mes facettes. Donc là, j'ai mon fabricant, je vois que j'ai 2 produits donc par Belkin, 2 par Canon, et ainsi de suite. Donc j'aurais très bien pu faire aussi, hein, pour les puristes, en fait, d'afficher donc la query directement hein, là dans le browser. Ça consiste que en des appels REST, et donc j'aurai exactement la même chose directement hein, dans mon Firefox. La seule chose que je veux vous montrer en plus par rapport à ça, c'est donc une UI en fait, qui est fournie de base par Solar, enfin qui est en Solaritas, donc un framework Java. Donc ça reprend exactement donc, ma query déjà faite, mais sous forme graphique. Donc là, je cherche Apple, donc c'est magique, j'ai de l'autocomplétion, je soumets, et voilà, donc c'est comme un Google, hein, donc on a nos facettes à gauche, mes résultats de recherche, on voit ici de la lighting, parce qu'Apple a été mis en surbrillance, et la géoloc, ce qui est super pratique. Donc voilà, je vous ai pas menti, pardon. Solar, c'est super fastoche, hein, donc ça s'est installé en 2 minutes. Et maintenant, je vais mettre... Ouais, pardon, merci. Donc je vais remettre en plein écran, voilà. Donc maintenant, on va passer à la mise à l'échelle de Solar. Donc Solar Cloud, qui est apparu depuis Solar 4, hein, donc c'est pour gérer le big data. Ici, on parle surtout de scalabilité horizontale. Hein. Donc, ça sert principalement dans 3 cas pour gérer un index énorme. Donc, quand il ne tient plus sur une machine, parce qu'on ne peut plus acheter des énormes disques. Donc là, parce qu'on va être obligé d'avoir plusieurs machines. Si on a un nombre massif de queries, bah là, c'est pareil. Est-ce qu'à mon serveur, un jour ou l'autre, il sera limité. Donc là, je vais être obligé de mettre à l'échelle et d'avoir plusieurs machines. Et bien sûr, également pour gérer la haute disponibilité. Donc si j'ai qu'un serveur et qu'il plante, mes utilisateurs ne peuvent plus chercher, ce qui est un problème. Donc là, je vais utiliser Zookeeper, en fait. Donc il va me servir à plusieurs choses. Donc à gérer, en fait, la config de Solar. Donc ça sera à l'intérieur de celui-ci que sera ma config. Et quand une machine s'enregistrera sur le cluster, en fait, elle va prendre sur Zookeeper sa config de Solar. Donc ça conserve et ça gère aussi le statut de tous les shards. Donc ça, c'est très pratique aussi. Enfin, c'est Zookeeper qui va prévenir les autres machines si par exemple une machine est plantée pour pas que les queries se fassent sur celle plantée. Et donc on va avoir en fait les shards et les replication factors. Donc les shards, en fait le sharding, ça sert à splitter, donc à partager mon index en plusieurs morceaux. Donc un shard, c'est un morceau d'index, et une recherche va se faire sur tous les shards. Donc c'est-à-dire qu'on tape un shard qui lui va interroger les autres shards, et ensuite la réponse va être agrégée et envoyée à l'utilisateur. Donc on peut faire la query indépendamment. Sur chacun des shards, on va avoir exactement la même réponse, puisque tous les shards savent agréger la query et renvoyer à l'utilisateur. Donc le sharding, c'est surtout utile pour pouvoir gérer un gros index. On a aussi donc la notion de leader et de réplica, donc qui vont servir eux pour la réplication, donc pour ajouter des machines. Donc ici, on n'a plus de notion de maître esclave, mais de leader et de réplica. Donc en fait, qu'est-ce qu'un leader fait de plus qu'un réplica? Il ajoute juste une logique de coordination. C'est-à-dire que quand on indexe un document, ça va d'abord aller sur le leader qui va transmettre au réplica. Donc le leader et ses réplicas contiennent exactement les mêmes données, hein, donc le même shard. Et dans ce cas-là, ça sert pour gérer donc, une grosse charge de requêtes et pour la haute disponibilité. Donc là, je vais montrer ça dans un petit exemple aussi. Donc là, où en fait, j'ai mon index que je veux répartir sur 2 shards et on veut un réplica par shard. Donc là, je vais avoir 4 machines où j'aurai en fait mon index splitté en 2 et donc j'aurai 2 leaders et 2 réplicas. Voilà, donc avec une très belle animation. Hop. Cédric, tu peux venir s'il te plaît? Merci.
C'est bon, tout le monde suit là? Tout le monde a faim? Ou tout le monde est ébloui par Solar Cloud? Ah, il n'y a plus Internet, d'accord. Alors, attends, bouge pas. Ouais, je sais, mais pour celle d'après. Donc là, je veux aussi utiliser un script présent de base dans Solar, mais là, je veux donc en cloud. Donc, par rapport à mon exemple, je veux que ça soit sur 4 machines. Donc, je mets 4. Ici, je peux ensuite choisir les ports donc, de chacune des machines. Je préfère mettre d'autres ports. Bon, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les 4 machines démarrent. Enfin bon, elles sont simulées. C'est pour ça qu'on a un port différent pour chacune. Donc la première, elle a le Zookeeper embarqué. Donc en production, bien sûr, parce qu'on ne fait jamais ça. On a un ensemble de Zookeeper sur au moins 3 machines pour justement la haute disponibilité. Et donc les autres machines, elles, quand elles vont se starter, elles vont ensuite prendre la config. Enfin, donc elles vont pointer sur Zookeeper. Et ensuite, une fois qu'elles seront lancées avec la bonne collection, elles vont prendre la configuration sur le Zookeeper. Donc ici, maintenant, j'ai un nom de collection à préciser. Donc je mets Sophia Conf, là par exemple. Donc je veux que mon index soit splitté en 2. Et je veux donc 2 réplicas en tout par shard. Donc voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à préciser en fait la configuration de Solar que je veux utiliser. Donc ici, c'est pareil. Enfin, pour la démo, je vais en utiliser une de base. J'aurais très bien pu en créer une. Ce que je vais faire en production. Donc voilà, donc là, je n'ai plus rien à faire. On voit que Solar traduit ça en fait par une query donc en REST pour créer ma collection. Et j'ai plus qu'à me connecter donc sur ma UI de Solar. Si je vais reprendre, non, c'est bon. Et donc on voit qu'on a un petit onglet en plus, donc Cloud. Bon là maintenant, et quand je clique dessus, donc c'est magique. J'ai bien ma collection, donc avec mes 2 shards, et je vois que j'ai un leader et un réplica par shard. Donc, c'était pile ce que je voulais. Donc maintenant, si je fais donc une query, hop, donc ce qui est normal, j'obtiens rien. Donc là maintenant, je vais juste envoyer des données pour que ça soit quand même un peu mieux. Voilà. Vu que je ne m'en rappelais pas par cœur, je l'ai juste copié-collé. Hop. Donc ça, c'est en fait pratiquement, c'était la même commande que vue précédemment, ce qu'on envoie juste des données à Solar, parce qu'il n'y avait rien de spécial là dans le script, c'est bin post. Ensuite, on entre donc le nom de la collection, l'URL du Solar et où sont situés les fichiers à envoyer. Voilà. Donc là, si je relance ma query, forcément, je vais avoir mes documents. Donc voilà, j'ai bien mes 32 docs. Ce que je veux juste montrer, en fait, c'est un arrêt d'une machine pour montrer donc, le comportement donc, du cluster. Donc, est-ce que vous préférez que j'arrête proprement une machine ou est-ce que je l'arrête salement avec un kill 9? Bon, allez. Bon, ben voilà. Donc, on va faire le cas. Enfin, le cas donc, le plus courant. Ce qui arrive le plus souvent, en fait, c'est. Ouais, c'est pas pratique à une main. Ouais, attends. T'as besoin de moi, ça y est? Donc, ouais. Donc voilà, donc admettons que je veuille arrêter donc la 89-85. Donc son processus, c'est le 64 813. Ok. Voilà, donc là, elle est bien éteinte. Maintenant, il faut juste attendre que ça soit bien répercuté, puisqu'il y a un timeout en fait de base de Zookeeper de 30 secondes, où donc il va vérifier l'état du cluster. Et voilà, donc là, on voit que la 89-85, donc elle est bien gone, donc elle n'apparaît plus. Et ce que je veux juste montrer, en fait, c'est une query pour montrer que ça n'a pas impacté le cluster, puisque là, de toute façon, ce qu'on avait un leader et un réplica par shard. Donc voilà, je peux continuer à utiliser mon cluster de Solar Cloud là normalement. Donc ici, là, j'ai pas le temps, mais donc admettons que j'indexe des données pendant ce temps-là.
et qu'ensuite le 89-85 revienne. Donc lui, en fait, il va se synchroniser par rapport à son leader, donc pour prendre les documents en fait, qu'il n'a pas pu avoir. Et une fois qu'il sera synchronisé et up, donc à ce moment-là, il reviendra actif dans le cluster et le client pourra à nouveau faire des queries dessus. C'est impossible qu'il y ait une inconsistance entre le nombre de documents par shard. Donc voilà, je vais reprendre la présentation, parce qu'il y a presque plus de slides. Donc ça, c'était que pour montrer donc en local, mais là, mon collègue, donc avant qu'il ait eu son accident, ce qu'il a quand même essayé de faire autre chose aussi, ce qu'il a indexé en fait des pages web sur Amazon, sur SE2, pour avoir donc un dataset plus important. Donc là, ce qu'il était à 2 300 000 pages, ce qui est quand même plus parlant. Donc, si la connexion est bonne, normalement, ça va marcher. Bon, voilà. Donc juste au niveau de l'archi, enfin donc ici on a notre collection qui est répartie sur 3 shards. Donc on n'a pas de replication factor, enfin ce qu'on a juste un shard par shard. Et donc on va faire une query. Voilà. Donc on voit bien que bon ce qu'on en a même plus là maintenant puisque l'indexeur tourne encore, donc on est à 2 423 432 000. Et voilà, donc ici, ce qu'on indexait des pages web. Et ce que je veux juste montrer, c'était l'utilité, bon là par exemple, enfin c'est pour le data science. Donc si je cherche StarCraft, là, par exemple, c'est pas moi qui ai eu l'idée hein, des domaines, des exemples, hein, bon là je précise. Donc ce qu'on voit, qu'on en trouve 3486 pour un queue time de 61 millisecondes. Ce qui est correct. Et admettons que je veuille maintenant en fait, savoir dans quelle langue ont été trouvés les résultats. Donc là, comme avant, je fais une facette sur la langue. Et donc, à la fin, je vais avoir là mes facettes. Si ça a bien marché, bon là voilà. Donc on voit que les Anglais et les Américains sont plus actifs puisqu'on est à 3249 docs en anglais. On voit que les Allemands sont à 83 et que les Français sont loin derrière avec 24. Donc on peut en déduire que les Allemands jouent plus à StarCraft que les Français. Donc je vais juste reprendre la query et donc la mettre là dans un browser et je vais en fait mettre la même query, mais je vais juste changer. Donc au lieu de chercher sur StarCraft, je vais chercher sur League of Legends. Donc là aussi, c'est un scénario qui a été fait par Cédric, ce qui m'a demandé de mettre porn donc au début, mais c'était ce que j'ai refusé de mettre. Donc voilà, donc on peut voir que pour League of Legends, on a toujours donc la langue anglaise en premier, mais les Français sont au coude à coude avec les Allemands, donc ce qu'on peut en déduire qu'ils jouent plus à League of Legends. Voilà donc pour mon exemple. Et juste dans la vraie vie, enfin, c'est pour montrer donc juste 2 entreprises qui utilisent le Solar Cloud donc au quotidien, donc avec vraiment donc un volume de données assez important. Donc Box, qui est un concurrent de Dropbox, avec un index de 10 teraoctets pour 10 milliards de documents et 100 millions de queries par jour, ce qui n'est pas anodin. Et Bloomberg avec 80 milliards de docs, des docs en moyenne de 50 kilooctets avec une variance quand même très importante entre 1 kilooctet et 100 mégas. Ils ont plusieurs centaines de fils de Solar indexés pour en moyenne 10 queries par seconde. Voilà pour mes exemples et j'en ai fini avec la présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions après. Vous pouvez écrire un mail à mon collègue Aurélien, mais ce que je vous conseille, c'est de passer par le formulaire de France Labs, parce qu'on ne sait jamais s'il reviendra un jour. Et donc n'hésitez pas pour toute question. Merci.